Donc, bonjour tout le monde. Donc, on va débuter notre deuxième séance. Donc, là, on va connaître un peu les documents nécessaires au démarrage et leur utilité. On va aussi essayer de mettre dès le début, comment mettre une routine efficace, une routine de contrôle et de suivi efficace. Avant de commencer donc sa deuxième séance, la séance précédente, donc on a parlé du besoin avant de démarrer, jusqu'à la sélection d'une entreprise. Donc normalement, par rapport à vos projets, apparemment donc il n'y a pas eu de suite, non, il n'y a pas de bon, j'ai rien reçu de معليش. Donc si vous avez des questions par rapport à la séance précédente, quelques éclaircissements donc globalement, y a pas. Oui. Ouais, oui. Lundi, bon, lundi que je connais, donc c'est une pour l'enregistrement du nom de l'entreprise. Bon, c'est ce que je connais, hein, lundi. Donc pour enregistrer le nom, protéger le nom dans le sens lundi. Non, je connais pas lundi. Hein? Par rapport à quoi? Mais dans quel sens? Londa, bon, Londa, lundi. L'agence. Je connais pas. Lundi. TVA. Non. On va voir. Je vais me renseigner, mais bon, je connais pas. Donc, malheureusement, je peux pas répondre, mais bon, on va voir. Je t'en prie. Donc, on a dit, donc cette fois, on va commencer le démarrage des travaux. Donc, on va commencer effectivement le suivi. Donc, un suivi pour le démarrage, donc après des études techniques détaillées et la sélection des prestataires, le maître d'ouvrage va confier au maître d'œuvre donc la mission de suivi et de contrôle des travaux. Selon les termes du contrat, donc il est lié avec entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et aussi de veiller à l'exécution du marché, donc, mais aussi dans le respect des règles de l'art. Donc des fois, on n'a pas dans le marché ni dans notre contrat des trucs, je ne sais pas, ce n'est pas, il y a des trucs qui ne sont pas écrits dans le contrat, ni dans le contrat donc de maîtrise d'œuvre, ni le contrat de travaux. Mais ce qu'on appelle les règles de l'art, donc nous, en tant qu'ingénieurs, en tant que donc des techniciens, on a des règles d'art à mettre en œuvre, donc à faire respecter. C'est des connaissances techniques. On peut pas dire non, j'ai pas ça dans mon contrat, donc je vais pas le faire. Mais alors que c'est des trucs donc techniques, des connaissances techniques qui sont ce qu'on appelle les règles de l'art. Les règles de l'art, en réalité,
C'est des obligations, même si elles ne sont pas écrites, mais suivant notre statut, dans notre donc un BET, on n'a pas le droit de dire non, c'est pas écrit dans mon contrat, alors que c'est des trucs sensibles, soit de sécurité ou là de normes. Donc ça, juste le point que je voulais qu'il y en ait mettre en grade. Donc ça, c'est très important. Donc on a dit on a besoin d'un contrat. Donc un contrat de maîtrise d'œuvre qui définit les missions. Il va définir exactement les missions de suivi. Donc c'est un contrat avec un numéro, des dates, un numéro et l'intitulé du projet, notre projet. Donc on doit suivre le même projet que notre contrat, logiquement. Soit une partie ou la totalité. Donc on peut suivre un lot. Aussi, il définit plusieurs trucs, c'est un document de plusieurs pages, mais bon, on va dire beaucoup plus la mission de suivi et le mode de paiement, c'est comment je vais faire, que dois-je faire intervenir, à quel moment, etc. Donc, on doit avoir notre contrat quand on suit un projet. On doit aussi avoir le marché de l'entreprise et le maître d'ouvrage. Donc on doit avoir une copie qui sera notre référence tout au long des travaux. Il va définir les exigences techniques, les obligations de l'entreprise et ses droits aussi. Aussi le mode de paiement, comment on va le payer, à quel moment, etc. Bon, on doit avoir une copie à tout moment. Et une copie du marché doit être à notre portée. Ce n'est pas au bureau, là, donc il doit être sur chantier à tout moment, donc il faut l'avoir. Donc on a le numéro du marché, on a l'intitulé, etc. Donc pour démarrer les travaux, donc notre suiveur aussi, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre doivent donc faire un ordre de service, un ODS, un ordre de service de démarrage. Bon, c'est quoi? Donc il va inviter, donc le maître d'ouvrage va inviter l'entreprise, il va la nommer, il va dire il va écrire son adresse, à entamer les travaux. Donc c'est ce qu'on appelle un ordre de service. Si on veut porter le montant du marché, le délai, etc. Et la deuxième partie, c'est on laisse à l'entreprise de notifier. Il va la signer. Il va écrire la date. Mais des fois, le maître d'ouvrage peut aussi définir la date de démarrage. Donc, au lieu, il va écrire entamer c'est pas des réceptions, mais entamer les travaux du projet FLAN. Il va définir la date, le 25 mars, par exemple. Donc, c'est quoi l'intérêt, premièrement? Donc, il va la notifier. Il va rendre effectif le marché. Donc, parce que des fois, on signe un contrat à marché, mais en bas, on écrit, des fois, on écrit dès sa signature par les deux parties. Et des fois, on écrit des notifications. Donc, ça, c'est le démarrage exact dans notre projet. Et aussi, l'ordre de service, il est établi durant la période de validité de l'offre. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un connaît qu'est-ce que la validité de l'offre? Donc, quand on a la dernière fois, donc l'entreprise va soumissionner. Et dans le cahier de charge, on a la durée de validité de l'offre. Donc souvent, c'est minimum 120 jours. 120 jours, donc c'est 4 mois. Durant cette période, l'entreprise s'engage donc à respecter notamment par rapport au prix. Donc l'offre est valable à 120 jours à la date de dépôt des offres.
Donc, à partir de cette date, au-delà de cette date, l'entreprise a le droit, normalement, bon, c'est suivant quelques exceptions, bon, à part quelques exceptions, a le droit de demander une actualisation des prix. Donc, à quel moment c'est l'ODS qui le définit? Si l'ODS est établi dans la fourchette de 120 jours dans cette marge, donc il n'y a pas lieu d'actualiser les prix. Donc, on va travailler avec les prix donc il faut faire aussi à quel moment on doit faire un ODS. Donc il faut toujours, bon, sauf je sais pas, des exceptions, on ne peut pas, mais on doit minimum notifier l'ODS dans les 120 jours. Donc après avoir reçu l'ODS, on va inviter l'entreprise, donc le maître d'ouvrage et notamment, bon, le maître d'ouvrage doit pour installer l'entreprise. Donc on doit élaborer un PV d'installation. À partir donc le PV d'installation, c'est l'entreprise qui est maître des lieux. Donc elle doit assurer soit la sécurité par exemple, la sécurité des lieux, la sécurité des ouvrages. Donc bon, on sait, sauf c'est pas dans tous les cas, mais c'est ça, d'une manière générale, c'est à la charge de l'entreprise d'assurer tout ça. Et aussi le PV d'installation et la date de démarrage des travaux. Donc par rapport au délai, on doit par rapport au calcul des délais, etc. Donc le jour 0 ou le jour G, c'est à partir de l'installation de l'entreprise. On peut... Ouais. Donc on doit, bon, par rapport au PV d'installation, on doit mettre le numéro de marché, l'intitulé du projet. On peut aussi écrire, bon, le nom du maître d'ouvrage, le BET, le BET, l'entreprise, et aussi la date. Et bon, il n'y a pas grand chose à écrire dans PV d'installation. On va rappeler à peu près quelques trucs à l'entreprise. On doit aussi numéroter la page, très important. Page 1 sur je ne sais pas, sur 2, sur 3, le nombre de pages qu'on aura. Donc ça, pour tous les PV, bien sûr. Et en bas, en paraphe. Donc on va, c'est parapher les pages. Donc on doit aussi avoir l'assurance de chantier. Donc on doit exiger à l'entreprise de nous fournir une assurance chantier. Donc, comme j'ai dit, donc, on a le marché. Donc on doit faire respecter le marché. À chaque fois, on revient au marché. Est-ce que c'est exigé ou pas? Mais généralement, c'est exigé. Bon, dans tous les marchés, normalement, c'est... Donc l'entreprise est tenue donc de contracter une assurance chantier dès le démarrage des travaux, qui comprend, bon, il va assurer les dommages à l'ouvrage durant les travaux et sa responsabilité civile. Donc demain, si on a un accident, quelque chose, vaut mieux avoir une assurance qui peut répondre. Bon, c'est entre lui, c'est entre l'entreprise et l'assureur donc l'assurance. Mais quand même, on doit exiger bon, parce que on sait très bien qu'une entreprise a généralement des difficultés à faire face à des imprévus, etc. Donc on doit exiger ça. Et aussi, on doit aussi donc on souhaite la bienvenue à Yacine. Bonsoir. Bon, vous allez suivre avec nous la suite. Malish. Donc on vient juste de commencer. On a parlé par rapport à le contrat entre le maître d'ouvrage
et le maître d'œuvre, aussi le marché, l'importance du marché. Donc on doit donc le PV, l'ODS de démarrage, le PV d'installation, et on est arrivé au cahier de chantier. Donc c'est un cahier de chantier. Bon, je vais mettre donc un cahier de chantier est un registre, ça comme 2 mains, 3 mains. Il doit être numéroté, donc de 1 jusqu'à la dernière page, et cacheté par l'entreprise. Si on veut aussi cacheter par le BET, etc. Mais bon. Et en permanence sur chantier. Il doit être en permanence sur chantier. C'est là qu'on va établir nos PV de chantier. Ce qu'on appelle, ce sera notre journal de bord en réalité. Donc on va apporter tout ce qu'il y a sur chantier. Donc on doit l'avoir dès le démarrage, le premier jour, on doit avoir ça sur chantier. Bien sûr, on doit avoir aussi nos plans pour suivre l'exécution des travaux. On doit avoir des plans validés. On doit exiger normalement soit une copie originale, donc avec des cachets humides. Elles doivent être sans réserve. Il faut aussi vérifier par rapport à la version. Des fois, on a des versions ultérieures, je ne sais pas. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on travaille avec la dernière version. On doit vérifier aussi qu'on a tous les lots pour anticiper justement. C'est pas à chaque donc pour avoir anticipé les prochains travaux. On vérifie qu'ils soient lisibles. On les aura sur papier et on peut les demander aussi en format numérique, soit PDF ou bon, on va dire AutoCAD, DWG, etc. Et on doit aussi normalement chaque phase, soit dans la salle de réunion, etc. On doit les afficher pour travailler. Donc à chaque fois, on ne va pas les ouvrir à chaque fois, donc c'est mieux de les afficher directement. Et on va demander et aussi le rapport du sol. À plusieurs reprises, il n'est pas demandé, alors que normalement, il doit avoir en possession du chargé de suivi. Donc pourquoi? Parce que souvent, dans le rapport d'études géotechniques, donc le rapport de sol, dans les conclusions, etc., suivant l'analyse chimique du sol, on définit le type de béton pour les fondations. C'est des bétons ordinaires ou CPS, donc résistant, CRS, résistant au sulfate. Aussi, on doit connaître l'ancrage de l'ouvrage. On doit aussi, grâce au rapport de sol, définir les matériels nécessaires au terrassement. Donc, des fois, l'entreprise ramène de matériel qui n'est pas adéquat au terrassement. Donc, on doit lui exiger justement des matériels capables de faire des terrassements suivant la nature du sol. Justement, ça, c'est le suivi, c'est anticipé. Des fois, donc le BET ou le chargé de suivi n'est pas là pour comment dire, pénaliser l'entreprise, mais au contraire, il valide. Donc dès le début, au lieu de ramener des trucs, un matériel, je sais pas moi, un rétrochargeur simple, alors qu'on sait très bien que la nature de sol est peut-être rocheux, etc. Donc au lieu il va louer, il va débourser de l'argent pour rien. Donc ça, on doit aider et anticiper pour ne pas avoir de retard, de difficultés, etc. Donc c'est avoir le rapport du sol. On doit valider le plan d'installation de chantier. Donc
Dans le plan d'installation, on doit avoir l'implantation de notre projet, la base de vie. On doit aussi placer notre grue et avoir sa flèche par rapport à la sécurité, par rapport justement à ce qu'on touche d'autres ouvrages, etc. On doit aussi quelques trucs par rapport à l'hygiène et sécurité, etc. On doit faire respecter aussi quelques normes de sécurité, d'hygiène. Par exemple, le lieu de rassemblement, avoir des issues, aussi l'emplacement des différents ateliers. Donc, tout ça. Est-ce que des questions, des trucs à approfondir? C'est Rani, c'est Yassine, c'est Marzouk. Oui, oui. Là, non, c'est pas la durée de l'ODS. Quand est-ce on va établir un ODS? L'ODS, c'est le feu vert, à l'entrée. Donc, on a signé un marché, des fois, en bas, à la fin du marché. Donc, avant les deux parties ne signent le marché, on a un article, mise en vigueur, j'ai oublié, bon. Donc on voit que le marché est en vigueur à partir des fois on écrit dès sa signature, mais des fois on écrit des notifications de l'ODS. Donc l'ODS, bon, premièrement, pour que on rend le marché classe, donc c'est officialiser le marché, et aussi on doit l'établir, j'ai dit, durant les 120 jours, durant la durée de validité de l'offre, la période de validité de l'offre, qui est de 120 jours. Qui est de 120 jours. Donc, est-ce que... donc là, l'entreprise a une durée d'offre, de validité de l'offre, de 120 jours. Au-delà des 120 jours, il a le droit d'actualiser les prix. Donc, au-delà des 120 jours, c'est donc au 122e jour, on va notifier notre ODS. L'entreprise a le droit de vous dire, moi je ne vais pas travailler avec mes prix, les prix du marché, donc on va actualiser les prix. D'accord, donc il faut faire attention à ce que les ODS soient établis durant la validité de l'offre. C'est clair, normalement. Très bien. D'autres questions? Donc, plan d'installation. On doit aussi avoir un planning des travaux. Un planning des travaux qui soit détaillé par lot, par semaine. C'est donc pour suivre, parce qu'on aura. Donc, quand j'ai par rapport au PV d'installation, on peut, dès le PV d'installation, déterminer le jour des réunions hebdomadaires. Donc on va, dans le PV d'installation, on va s'entendre, on va l'écrire. Donc on va dire les lundis
Donc la réunion hebdomadaire est fixée tous les lundis de la semaine. Donc ce hebdomadaire donc, est fixé les lundis matin par exemple. Aussi dans le planning, on doit avoir donc le planning de la semaine. Donc on demande un planning général détaillé par l'eau, aussi ça qu'on doit l'afficher dans notre bureau, etc. Pour le suivre. On peut demander aussi par numérique, par support numérique, comme un MS Project par exemple. Donc un planning, si vous connaissez pas, donc c'est des tâches. Bon, j'ai écrit juste comme ça pour sans que c'est des phases, soit des lots et des tâches avec des durées. Et aussi c'est très important d'avoir des liens. Donc pour savoir exactement quelle est la prochaine tâche. Donc les liens c'est les flèches. Donc moi donc je sais que dès que j'ai terminé la tâche 1 de la phase donc la deuxième, je vais commencer la 14e, la 14e tâche. Donc pour que je me prépare, pour que je demande à l'entreprise s'il est prêt, etc. Donc c'est très important aussi d'avoir les liens. Et après, il est préférable de lui demander s'il peut nous fournir donc en fichier numérique, en format soit MS Project ou etc. Donc ça c'est ça la capture d'écran de MS Project. Aussi c'est très important de connaître ça. Un peu comment avoir des notions pour lire, au moins pour lire un planning. Qu'est-ce qu'un planning, ce qu'on peut faire avec, etc. Donc, aussi, ça c'est ce qu'on appelle le PAC. Donc, c'est le plan d'assurance et contrôle de la qualité. Il y a plusieurs appellations suivant les normes. Il y a des, c'est pas ISO, etc. ont leurs normes, leur appellation spécifique à la norme, soit la norme, les normes françaises, la norme française aussi a sa propre appellation, etc. Mais globalement, généralement, ça, le nom générique, si on j'ose dire, c'est le PACS, donc c'est le plan d'assurance et contrôle de la qualité. Donc c'est un document qui est établi par l'entreprise. Il est établi, il va décrire exactement le fonctionnement, comment il va assurer la qualité. Donc, quels sont les moyens qu'il va mettre en place, quelles sont les qualifications humaines, etc. Et il doit être validé par le bureau d'études et aussi par le maître d'ouvrage. Il sera donc c'est un outil de référence qui est validé par les parties. Bon, là, malheureusement, souvent dans nos cahiers des charges, parce que ça, on doit l'intégrer dans le cahier des charges dès le début. Malheureusement, on n'a pas souvent ça. Vraiment, si vous pouvez, donc, dès l'élaboration du cahier de charges, le mettre, c'est vraiment très très utile. Par exemple, les entreprises qui sont certifiées, par exemple les entreprises certifiées ISO, s'ils ont la certification par rapport à la qualité, ils ont leur qu'on appelle leur manuel qualité, etc. Donc c'est bien de le voir et de le faire valider pour voir exactement comment. Donc qu'est-ce qu'on trouve généralement dans un PAC? On va trouver un descriptif du projet. On va trouver l'organigramme du chantier. Donc on va trouver le responsable du projet. On va trouver comment il est organisé. Est-ce qu'ils ont je sais pas, un responsable de la qualité, un responsable des travaux, etc. Chacun, on va voir est-ce qu'ils sont suffisamment organisés pour justement assurer la réalisation du projet.
on va voir aussi les responsabilités de chaque individu. Bon, chaque individu suivant par rapport à la réalisation de notre ouvrage, pour définir les responsabilités des intervenants, de l'entreprise toujours. Et aussi, on va trouver les procédures de commande des matériaux et de le contrôle. Donc, dès le début, on doit mettre en place une procédure de commande des matériaux. Donc, pour valider les matériaux, donc, on doit exiger des échantillons, par exemple. Par exemple, béton, par rapport au béton. Donc, on a notre cahier des charges qui est défini. Par exemple, notre résistance, la résistance des bétons voulus, qui détermine par la granulométrie, par exemple. Et on doit exiger donc la formulation du béton. Pour voir, c'est au moment du collage, on n'aura pas, pas au moment du collage. Au moment des résultats, on aura des surprises. Alors, pour faire face à ça, justement, durant tout le processus. Donc, le béton, on le fait ça parce que c'est de la sécurité. Mais si on adapte cette procédure sur tous les je sais pas, les lots, normalement, comme on le fait dans le béton, on doit le faire, je sais pas, par rapport à la maçonnerie, par rapport à l'électricité, etc. Donc, on va exiger la formulation. On va vérifier avant le coulage la qualité du béton, ce qu'il répond à des normes, visuellement, avec des mesures, etc. Après, on va autoriser le coulage. Là aussi, dans le pack, on a ce qu'on appelle, je sais pas, c'est les points d'autocontrôle. Il y a aussi il y a des points d'arrêt. C'est quoi un point d'arrêt? Par exemple, est-ce qu'on peut, après les terrassements, on va parler par rapport au génie civil, après les terrassements, est-ce qu'on peut directement couler nos fondations? Est-ce que Marzak ou la Rani? Hein? Donc, on va parler de procédure. Donc, après un terrassement, les terrassements, on a fait notre terrassement, c'est bon, l'entreprise va vous dire non, c'est bon, est-ce que je peux couler ma semelle, ou là, est-ce que je peux poser mon ferraillage pour commencer ma semelle? Est-ce que vous allez lui dire d'accord? Oui. Est-ce que vous allez est-ce que vous allez l'autoriser? Parce que vous allez l'autoriser. Justement, dans le pack, on va définir à quel moment on va intervenir, autoriser ou pas. Donc là, c'est une question, est-ce que vous allez l'autoriser? Hein? Oui. Pourquoi? Eh, oui. Mais là, c'est par rapport aux procédures. Là, c'est un point d'arrêt. On appelle ça un point d'arrêt. Ça. Bon, c'est dans le pack, c'est un point d'arrêt. Pourquoi? Parce que il doit être validé par qui? Par un organisme externe. On a dit la dernière fois, le CTC a, parmi ses missions, il doit réceptionner le fonds de fouille. Hein? Donc on n'en a pas le droit d'autoriser. C'est le CTC qui autorise. Si on n'a pas de PV, de fonds de réception de fonds de fouille,
ça c'est un grand problème. Donc si après le CTC va venir, il va trouver euh, un étage est déjà construit, il va se retirer, va vous dire moi j'ai rien à faire dans ce projet. Donc tout ça on l'apprend sur chantier. Mais normalement dans le pack on doit écrire ça. C'est des points de contrôle. On va définir les points de contrôle, d'autocontrôle et les points d'arrêt. Donc c'est des points. Si on n'a pas de réception, de PV, de validation, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de réaliser notre ouvrage. Donc c'est la même chose pour la réception je sais pas, des armatures, etc. On doit définir à quel moment le BET ou le maître d'ouvrage, on va définir à quel moment ils vont intervenir, soit pour contrôler, juste contrôler, on va l'appeler juste pour contrôler, aussi des points d'arrêt, c'est des points sensibles qui doivent être faits. Bon, on doit exiger donc un PV de réception, etc. pour avancer. Donc tout ça, par exemple, si on définit un matériau, on va dire par rapport, toujours on va parler de béton. Donc dans notre cahier des charges, donc dans notre marché, on a un béton donc CM2 ou donc de 42 et demi, etc. On l'a validé. Donc d'accord, on va travailler avec ça, mais à un certain moment, on va pas savoir quel est le béton ramené sur chantier. Bon, dans le béton, c'est pas des sacs. C'est pas des sacs de... Hein? Sur les grands chantiers, on va pas ramener des sacs pour lire le sac. Donc c'est bon. Ça c'est fait pour de résistance de tel ou tel, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on va demander? On va demander des bons de livraison pour contrôler. Bon, on va pas contrôler peut-être toutes les livraisons, mais quand même, il faut je sais pas, périodiquement, il faut contrôler. On va demander des bons de livraison. On va voir d'où est-ce que la marchandise a été donc achetée, etc. À quel moment elle a été livrée, hein? Pour justement par rapport à ce qu'on a validé, est-ce que l'entreprise, parce que si elle a modifié, on doit savoir, c'est pas interdit de modifier, mais aussi on doit valider la modification. Par exemple, un coulage, hein? Il y a de coulage de béton prêt à l'emploi sur chantier. Donc notre malaxeur est arrivé. Bon, on va voir visuellement notre béton, etc. Laquelle est, hein, par rapport à la galvanométrie, par rapport visuellement, on va dire d'accord. Après, on va faire quelques analyses, hein, et on va remplir nos éprouvettes. Mais qui me dit que le dosage est valable, est tel que celui exigé? Qui sait comment? Bon, c'est juste des exemples, hein. Comment on vérifie ça? Une idée, juste comme ça pour. Hein, par rapport au collage, béton prêt à l'emploi, hein. Béton dans un malaxeur. Il est arrivé comment on vérifie notre, notre dosage? Dosage. Oui. Hein, مرزوق.
PV. PV, mais pas comment PV? Oui, oui, oui. Bien sûr, ce qu'on appelle la formulation de béton. La formulation, bon, la première, avant de commencer le coulage, l'entreprise va nous donner la formulation de béton avec laquelle il va réaliser des bétons qui vont atteindre une certaine résistance, telle qu'exigée dans le contrat. On va la passer aussi par OCTC, mais, mais des fois, bon, sur chantier, par rapport à la centrale à béton, oui, la centrale à béton, c'est pas des PV. Par exemple, on ce qu'on appelle un mouchard. Un mouchard, donc c'est la centrale à béton, ils ont un ordinateur. Donc c'est commandé par ordinateur par rapport aux quantités. Après, ils impriment. Ils impriment le mouchard. Donc, à la réception du camion, dès le début, on exige. Donc, vous me livrez le béton et vous me ramenez le mouchard. Donc, le mouchard, on va lire béton 350 kg, le sable gravier, etc. Le dosage de chaque pour autoriser le coulage. Sinon, s'il est mauvais, pourquoi autoriser après démolir, je ne sais pas, faire d'autres essais, attendre 28 jours pour avoir le résultat, alors on peut dès la réception du camion, on va dire non. Donc tout ça, c'est de l'assurance qualité. Si le pack, on le fait dans tous les chantiers, ils le font. Pas automatiquement, mais ils le font. Mais si on l'écrit, si on fait ça dès le début, on va s'entendre sur une méthode. Aussi, on va dès le début, avant de commencer, par exemple, le coulage, surtout quelque chose de compliqué, on va demander à l'entreprise comment vous allez faire ça. Comment vous allez, bon, on va demander ce qu'on appelle la méthodologie d'intervention, de travaux, etc. Quelle est votre méthode? Si on va, elle est bonne. Sinon, on va dire, il faut faire attention à ça, il faut renforcer, il faut faire ça, il faut préparer. Je ne sais pas. Donc, normalement, si on a un seul vibreur, par rapport à, on va leur exiger d'avoir un deuxième vibreur en cas où, je sais pas, des trucs pour faire face justement à des problèmes plus graves, au lieu pour ne pas arriver à démolir ou arrêter un chantier à cause de trucs. Donc ça, c'est le pack, vraiment, c'est aussi avoir des fiches d'autocontrôle. C'est quoi donc les fiches d'autocontrôle? On va imprimer des A4 ou là même pas, et on va mettre des cases. Donc par exemple ferraillage, fiche d'autocontrôle ferraillage, et on va écrire espacement. On va mettre à côté une case espacement, donc le chargé de contrôle, soit un ingénieur ou un technicien, il a juste à cocher. Donc en même temps, on doit lui dire pour ne pas qu'il n'oublie, pour qu'il n'oublie pas les points de contrôle. Il va les cocher et à la fin, il va signer sa fiche. Donc, il est responsable. Il va pas par téléphone, justement, mais donc on peut, si vous voulez réceptionner, on a terminé. On a terminé quoi? Donc, il va accompagner la lettre d'invitation ou je sais pas, n'importe, sur PV. Il va l'accompagner avec cette fiche. On sait très bien qu'il a vérifié, la personne qui l'a vérifié. On sait quand est-ce qu'il l'a vérifié. On s'organise. On va s'organiser c'est une organisation. On va aider par ce plan. On va rassurer le maître d'ouvrage. Donc on sait très bien que la qualité va être assurée, qu'on n'aura pas des problèmes graves parce que justement
on a une procédure. Même dans le pack, on a des trucs de non-conformité, donc des solutions par rapport à la non-conformité. Donc si, par exemple dans le béton, si au septième jour, on a un béton qui n'atteint pas la résistance exigée, qu'est-ce qu'on va faire? Au 28e jour, donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire d'un scléro, on va arrêter, on va faire je sais pas, des carottages. Donc tout ça, c'est des réponses, c'est des procédures par rapport à la non-conformité. Donc avec ça, on sait très bien où est-ce qu'on va aller, à quel moment, etc. C'est quelque chose de très très intéressant à mettre en place parce que c'est pas tout le temps. C'est un travail important, mais si on fait ça, notre projet va rouler sur des roulettes. Donc, des questions? Il n'y a pas de questions. Marzouk. Oui. Par rapport au marché, les prix du marché. Oui, par rapport à l'actualisation. Oui. Non, si on n'a pas un ODS dans les 120 jours, on a le droit de demander, bon, suivant les termes du contrat, mais généralement, on a le droit. On va le faire après. Bon, on va faire un avenant, une actualisation des prix, et dès le démarrage. Donc, bien sûr, l'entreprise doit faire la demande. Mais elle ne va pas notifier directement l'ODS. Il va faire la demande au maître d'ouvrage que moi je vais pas continuer avec ces prix. Bon, il va citer par exemple l'article du contrat ou là du marché, puisqu'il a le droit, donc il va mettre en exécution l'actualisation. Donc ils vont l'actualiser avant de démarrer les travaux. Après, s'ils peuvent s'entendre, s'ils s'entendent, bon, après avec un PV, etc. Et au cours des travaux, bon, les semaines à venir, etc., ils vont le faire. Mais il faut le faire avant l'ODS, il faut le demander, il faut l'écrire, il faut faire un courrier, je ne sais pas, au maître d'ouvrage. Il y a des formules, par rapport à la formule de révision, c'est pas à tout moment, même si, il faut que les conditions économiques le permettent. Il y a des fluctuations des prix, les prix ont beaucoup changé. Il y a aussi des fois on exige que justement la révision des prix soit donc publiée dans le bulletin officiel, etc. Mais il a le droit, il a le droit de demander. Il a le droit aussi de refuser le marché. Il a le droit. Au-delà de 120 jours, s'il voit il va perdre l'argent, il ne peut pas actualiser, je ne sais pas, il a le droit aussi, sans pénalité. Par exemple, par rapport à la caution, on va parler après de la caution de soumission, etc. C'est après les 120 jours, il a le droit de ne pas exécuter le marché et sans perdre sa caution par exemple ou d'être sur la liste noire, etc. C'est juste tout ça normalement est écrit dans le marché aussi, hein. Chaque fois on revient au marché, on voit c'est notre contrat, c'est notre référence en réalité. Très bien.
D'autres questions? Allez, très bien. Donc, je vais quand même tenter cette fois. Pour vous, oui, 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 oui. Ah, très bien. Si vous pouvez chercher des modèles, c'est bien. Allez, il y a des modèles, mais le plus important, c'est de voir sa structure, l'importance, parce que quand on a donc un ODS, il doit avoir deux parties. Donc la première partie du maître d'ouvrage et la deuxième pour que l'entreprise donc la signe, il va écrire. Donc ça aussi, c'est pas un courrier, par exemple. L'ODS ne doit pas être un courrier envoyé, c'est tout. Donc, il doit être aussi signé par le. Oui, mais il a une forme. Il a une forme qu'on doit quand même. Ça fait partie aussi, ça, des possibles des règles de l'art. C'est la pratique. Et aussi un PV. C'est bien de s'exercer un peu pour que quand on soit en situation réelle, on l'a déjà fait. Donc, quelque chose, on va pas être, je sais pas moi. Donc, on l'a fait. On va se dire que on l'a déjà fait, donc il n'y a pas. Mais aussi un petit planning, soit sur papier, aussi, si vous pouvez télécharger. Il y a une vidéo normalement sur ma page. Donc, c'est pas un MES Project, mais en Project libre. Il est gratuit, etc. Donc, vous pouvez à peu près voir et refaire un petit terrassement, un petit planning, planifier les terrassements. Parce que si on ne sait pas planifier quelque chose, comment on peut juger un planning des autres? On est là pour suivre, mais on ne sait pas planifier. Après, l'entreprise va nous donner un planning et on va le juger. On va lui dire qu'il est insuffisant. Donc, on doit connaître un peu les bases. C'est tout. Oui, c'est un logiciel de Microsoft. Donc, Microsoft. Microsoft. Windows, Microsoft. Donc, il est de Microsoft. Il est payant. Bon, il est payant, mais il y a si vous pouvez le trouver, vous le trouvez, hein, normalement, il existe. Craqué, ou là, je sais pas, piraté, etc. Ou là, en version DC, tu peux le télécharger un mois, normalement, pour connaître comment il fonctionne. Mais il existe des versions. Si normalement, il y a des trucs à 1200 dinars, 1200, 2000 et quelques. Donc avec des licences. Un seul poste. Il existe quand même. C'est important de le connaître. Après, peut-être quand on va terminer ça. Peut-être. On va faire quelque chose. Ah, Inch'Allah. Hein. Moi, bon, j'ai suivi une formation, bon, il y a depuis très longtemps, mais récemment aussi j'ai suivi une formation sur MS Project, bon, c'est très intéressant de connaître déjà le système, la planification, après le logiciel, soit même le gratuit, on va faire le nécessaire. Avec Project Libre par exemple, on fait le nécessaire. Donc, je vous remercie. À très bientôt. Inch'Allah. Ouais, merci. T'es comme ça.